On arrive à un stade où les avancées technologiques et l'explosion économique et démographique menacent l'existence même de l'humanité. Cette capacité, en apparence formidable, à nous demander pourquoi, sous-tend la science moderne, mais est à double tranchant. Mais le mauvais côté, c'est aussi l'invention de cette multitude de nouvelles technologies. Nous sommes soi-disant l'espèce la plus intellectuelle qui ait jamais existé. Alors comment se fait-il que cet être si intellectuel détruise son seul et unique habitat? Le parcours de 25 années dans l'industrie a soulevé pas mal de questions en moi. D'abord sur le lien et le rapport de la technologie à l'humain. Est-ce que la technologie apporte vraiment du bien-être humain? Ou est-ce qu'il le met en dépendance? Enfin, tout ce genre de questions. Et j'ai observé en particulier que, puisque j'étais appelé par des industriels pour développer des machines spéciales de production, des lignes, etc. Et j'ai remarqué que le seul objectif, c'était dans un développement technologique, c'était d'apporter de la croissance et le développement d'entreprises qui portaient ce sujet. Et que c'était pas vraiment intégré, ou trop peu enfin c'est pas intégré du tout, non, dans un projet de société, par exemple, pour les générations futures. Et ça, il y a plein d'objets dans notre vie de tous les jours qu'aujourd'hui on achète en grande surface, qui sont fabriqués en Chine, qui vont tomber en panne, qui vont casser la deuxième utilisation et qu'on va jeter. Donc il y a toute cette logique de ce système de production de masse qui est là. This is Agbogbloshie, a suburb of Accra, the capital of Ghana. But local residents have given it a nickname, Sodom and Gomorrah. It's the home of the biggest electronic waste dump site and is the livelihood for many. First it feeds them, then it kills them. This is one of the most polluted areas with toxins and toxic metals on the African continent. Si l'on découvrait que ces charmants paysages sont en réalité des trompe-l'œil, que notre territoire est parsemé de terrains pollués depuis plus ou moins longtemps par des produits plus ou moins toxiques et à plus ou moins grande profondeur. On les appelle les déchets de haute activité. Ils sont issus du traitement des combustibles nucléaires utilisés dans nos centrales. Ce sont les déchets les plus radioactifs et les plus dangereux. On appelle les MAVL, moyenne activité vie longue, et HA, haute activité vie longue. Bon, ce sont des saloperies. On ne sait pas quoi en faire, et ils ont imaginé, les scientifiques, que le meilleur moyen pour s'en débarrasser était de les enfouir sous terre à 500 mètres de profondeur. Donc les gens ont dit, on ne veut pas de ça chez nous, ben, tout de suite, hein, c'est évident. Bon. Eh bien, ils ont réussi à les convaincre, simplement ils les ont achetés. Alors, ils les ont achetés parce que c'est très facile d'acheter les consciences. On a amené du pognon, des millions d'euros. Sans avion, un bâtiment peut s'écrouler sans aucun problème. Donc pourquoi pas une centrale nucléaire? Et à ce moment-là, qui sera amené à payer en France? Eh bien ce sera, bien entendu, la collectivité. La collectivité qui a investi il y a 50 ans pour créer ces centrales nucléaires de façon publique. L'électricité donc et le nucléaire sont en passe d'être privatisés par le gouvernement Sarkozy, totalement, ce qui permettra donc aux bénéfices de rentrer dans une poche privée. Mais en cas de problème, ce sera bien vous et moi qui paierons à partir du moment où la centrale ne rapportera plus rien, mais coûtera des 250 milliards de dollars en cas d'incident. Dans le cadre d'un processus entamé en 2006, l'État a confié la concession de ces autoroutes à des compagnies privées comme Vinci ou Eiffage, à leur charge d'assurer le bon fonctionnement de ces infrastructures en échange de revenus extrêmement confortables. Un modèle déjà fortement controversé puisque constituant un énorme manque à gagner pour l'État. Mais aujourd'hui, la règle change, puisque si les produits de l'exploitation des autoroutes vont plus que jamais dans la poche des détenteurs des compagnies concessionnaires, les coûts liés à la modernisation du réseau, eux, se retrouvent assurés par les citoyens. C'est scandaleux, quelque part, que vos grands-parents, mes grands-parents, mes parents, aient payé de leurs deniers, de leurs impôts, même s'ils n'étaient pas tous très riches, pour construire des infrastructures autoroutières qui aujourd'hui permettent le développement économique de ce pays et qui, au moment même où elles devenaient enfin rentables, où elles ne représentaient plus un investissement pour l'État, mais la capacité de générer une rente, puisque nous voulons bien payer à la limite pour les autoroutes que nous avons construites, mais nous voulons payer pour notre État, notre nation, pour nous-mêmes en quelque sorte, puisque c'est un bien public construit par nous.
Voilà comment nous nous retrouvons devant une situation absurde où les contribuables payent non pas pour le bien de la collectivité, mais pour permettre à quelques compagnies de s'enrichir. Ah, excellent! Encore une fois, nous nous retrouvons donc face à un véritable scandale où l'État organise sa propre ruine et celle de ses citoyens pour le profit d'une poignée de tricheurs. Les barrages hydroélectriques, nous avons investi l'argent public dedans et nous les privatisons pour les donner à des boîtes privées. Vous verrez d'ailleurs que quand un barrage s'effondrera et qu'il y aura des morts, là on va renationaliser parce que la boîte privée ne voudra pas payer pour les dégâts et pour les morts. Vous verrez que c'est la même chose avec les centrales nucléaires. Nous les construisons avant de pouvoir les vendre à bas prix à des entreprises privées et il en va de même pour absolument tout. Les compagnies du secteur privé veillent toujours sur leurs propres intérêts et c'est normal. C'est un intérêt privé particulier. Parfois, il coïncide avec l'intérêt général. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, le gouvernement doit veiller à l'intérêt général et c'est ce qu'a fait le gouvernement. Veiller à l'intérêt général, vraiment? En Espagne, les relations entre la classe politique et les dirigeants des sociétés électriques sont étroites, très étroites. On dit qu'il aurait touché de l'industrie pharmaceutique 600 000 €. Je voudrais vous dire que ce sont des queues de cerises. Nous avons actuellement en France au moins 80 à 100 professeurs de médecine qui touchent autant que ça tous les ans. C'est-à-dire qu'ils doublent, triplent, quadruplent leur salaire et que cet argent leur est versé par l'industrie pharmaceutique. Ce qui ne lui coûte pas grand-chose. L'industrie pharmaceutique, c'est 3 000 milliards, c'est-à-dire plus que le PIB français de valeur boursière. C'est la plus puissante industrie du monde avec l'informatique depuis quelques années. L'industrie pharmaceutique fait 800 milliards de de chiffre d'affaires par an. 800 milliards de chiffre d'affaires, 150 à peu près de bénéfices. Et l'achat de la conscience de tous ces médecins dans les grands pays qui comptent du monde occidental, ça représente moins de 1 milliard. C'est-à-dire, elles les achètent. Pour eux, c'est beaucoup d'argent. Pour elles, elles s'en aperçoivent à peine, c'est zéro. Et il faudrait que les Français comprennent qu'il faut contrôler de façon attentive ce phénomène d'achat des fonctionnaires de l'État chargés d'assurer la sécurité des médicaments pour les malades de façon plus sérieuse qu'on ne le fait. Qui sait ce que c'est que l'OPEX? Bravo, monsieur. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Donc, c'est 18 députés et 18 sénateurs, pourris, bien choisis, qui travaillent ensemble et qui décident de l'orientation, qui décident dans les choix scientifiques. C'est énorme, hein, c'est les OGM, c'est les pesticides, c'est tous les problèmes qui concernent la France, y compris le projet de mur. Ils font leur dossier, le distribuent aux députés et aux sénateurs, et c'est avec ça qu'on éclaire, si vous voulez, leur conscience pour ensuite voter les lois. Voilà. C'est quand on voit que c'est les mêmes dans toutes les unités, ça pose un problème d'indépendance de la décision. Un mois après le début de la crise financière, en octobre 2008, José Manuel Barroso met en place un groupe indépendant d'experts de haut niveau sur la supervision financière. Ce comité est chargé d'élaborer des propositions de régulation des marchés financiers et de trouver une stratégie de sortie de la crise. Le principal résultat de cette initiative a été un renflouement massif des banques par de l'argent public. Pas un seul de ces 8 sages n'était favorable à une véritable régulation des marchés. Pas un seul n'était vraiment indépendant. Et les travaux de ce groupe n'ont eu strictement aucun effet sur la crise. Les mêmes institutions financières qui ont été renflouées avec l'argent des contribuables amassent aujourd'hui des fortunes. Ce sont ces mêmes contribuables qui en paient le prix sous forme de réduction drastique des salaires et des prestations sociales. Je pense que la dette publique est un coup d'État bancaire, un coup d'État des ultra-riches contre les peuples. Et ça sert à affaiblir l'État qui est le seul qui pourrait protéger le peuple contre les riches du moment. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train finalement de donner le pouvoir à une catégorie de personnages parfaitement respectables, mais qui sont très dangereux, les banquiers. Qu'est-ce que c'est qu'un banquier? J'ai réfléchi et je me suis aperçu qu'un banquier était quelqu'un qui vendait des biens qu'il n'avait pas eu à produire. Un paysan produit du lait et vend le lait. Un artisan produit une armoire et vend l'armoire.
Mais un banquier, qu'est-ce qu'il vous vend? C'est que ce lobby bancaire, on peut le nommer, c'est 28 ou 30 banques dans le monde qui pratiquent chacune des pyramides de Ponzi, qui jouent sur des hedge funds, qui sont particulièrement endettés et qui ont mis à leur joug des États et des hommes politiques, quoi. Et donc ce sont ces banques, ces banquiers, ces conseils d'administration, en particulier américains d'ailleurs, qui sont responsables de cette situation. Et face à elles, à ces banques et à ce système, on ne sait pas très bien comment faire. C'est pas très raisonnable, c'est pas très respectable finalement. Et ce que l'on peut espérer, c'est que les banquiers ne seront pas les guides de la société de demain. Je pense que pour l'instant nous n'avons pas de représentants. Manifestement les acteurs politiques défendent plus les intérêts des ultra-riches, des banques, des industriels, des banquiers, plus que celui des peuples. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait, il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade, n'est-ce pas ? La démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. L'idée de la démocratie représentative va de pair avec ce qu'il faut bien appeler une aliénation du pouvoir, une expropriation, une auto-expropriation du pouvoir, c'est-à-dire la population dit, pendant 5 ans, je n'ai rien à faire sur le plan politique, j'ai choisi 548 personnes qui vont s'occuper de mes affaires, dans le cadre de la Constitution, etc., avec certaines garanties et tout le reste. Le résultat, c'est que pendant ces 5 ans, les citoyens ne sont pas actifs, ils sont passifs. Ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière, et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout dans la démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà. Nous sommes dominés par une oligarchie financière, politique et médiatique. Tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde voit parfaitement qu'il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui-même. Mais il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Il y a d'autres procédures de désignation des acteurs politiques, comme le tirage au sort, ou le vote par nous-mêmes de nos lois commune par commune. Il y a d'autres procédures, simplement c'est à nous de les écrire. Tant que nous laisserons les professionnels de la politique écrire les règles de leur propre pouvoir, nous resterons impuissants. Je pense que c'est une cause commune pour tous les peuples du monde. On dit que les gens ne sont pas concernés, ne se sentent pas concernés, le désintérêt de la chose politique, et on dit que les gens n'ont pas l'expertise nécessaire pour pouvoir faire des analyses pertinentes. C'est les deux choses qu'on entend sur les démarches participatives. Et ben nous, on part du principe, on part du postulat contraire. Donc les gens sont des spécialistes de leur situation et de l'endroit où ils vivent, et ils sont concernés, ils sont intéressés par la chose publique et la chose politique. On s'est beaucoup investi ces dernières années dans le mouvement Démocratie réelle, dans l'idée de se réapproprier un petit peu les outils du système actuel pour essayer de les détourner et pour faire avancer un nouveau paradigme plus démocratique dans lequel les citoyens seraient plus actifs. C'est pour redonner le pouvoir aux gens, c'est-à-dire de passer d'une démocratie représentative à une démocratie participative. On va tirer au sort parmi des gens de ma voix, une personne, des volontaires qui veulent bien être députés. Et ces mêmes députés, pour chaque question que le gouvernement aura à poser, sur des lois, ils vont se référer à ce que les internautes voteront en ligne. Le pouvoir revient au peuple. On est tous légitimes à être dans cette assemblée. On est tous citoyens et l'assemblée c'est une assemblée de citoyens avant d'être une assemblée d'élus ou de politiques. On sera mieux à 10 ou 15 000 pour réfléchir dessus qu'un député avec 2 ou 3 conseillers parlementaires qui vont dire c'est comme ci, c'est comme ça. Mais... La réponse démocratique, c'est que ce n'est que le peuple qui doit vivre sous ses lois qui peut décider de quelles sont les